Oui, Colin Fontaine donc CNRS et puis Mathieu de Florel donc de l'OPI. Donc vous allez nous parler donc, de l'interaction plante de pollinisateurs. Donc quelque chose qu'on avait très peu abordé la dernière fois. Je veux dire un peu comment c'est appréhendé dans les programmes de recherche. Et puis une présentation du SPIPOL avec la question est-ce que ça peut être appliqué dans les espaces naturels protégés? À vous, Colin et Mathieu. Ok, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors je partage la présentation. Hop, Oui, c'est bon, c'est là. c'est là, c'est en plein écran. Ça marche, tu peux y aller. Oui, il y a toujours un petit Ouais, décalage. ok. Donc, avec Mathieu de Flores de l'OPI, et on va vous parler donc des communautés de plantes pollinisateurs et des interactions qui les lient, et donc de présenter les approches de réseau en essayant de faire un lien entre des choses, des questions un peu fondamentales liées au réseau, mais également des questions appliquées. Alors, juste pour commencer, en fait, les interactions plantes-pollinisateurs, elles ont toujours été le centre d'intérêt, un centre d'intérêt assez fort en écologie. Vous avez ici un livre écrit par Darwin qui s'intéresse à la pollinisation des orchidées. Et si on regarde un peu, depuis ses travaux fondateurs, si on regarde un peu le type de questionnement, le type d'intérêt qu'il y a sur les interactions plantes-pollinisateurs, on s'aperçoit qu'une grande emphase a été mise sur la spécialisation entre les plantes et les pollinisateurs. Donc, pour illustrer ça, vous avez ici en haut une orchidée qui a été décrite par Darwin. Et cette orchidée a un éperon qui est extrêmement long ici, d'une trentaine de centimètres. Et ce que dit Darwin quand il l'a décrit, c'est qu'il a essayé de trouver le pollinisateur, il ne l'a pas trouvé, mais il suspecte l'existence d'un pollinisateur qui aurait des pièces buccales suffisamment longues pour accéder au nectar et qui serait certainement spécialiste de cette orchidée. Donc, il ne l'a pas trouvé, ce papillon, mais il a été trouvé quelques années plus tard par une autre expédition naturaliste. Et effectivement, on a bien un papillon avec une trompe de 30 cm de long qui est parfaitement adapté à la pollinisation de cette plante. Et donc, dans toute la littérature, on a cette emphase sur la spécialisation, une adaptation réciproque des plantes et des pollinisateurs. Alors, cette vision, elle a été un peu changée, remise en question à partir des années 90, où des écologues se sont intéressés cette fois-ci plus à des couples plantes-pollinisateurs, mais à des communautés plantes-pollinisateurs, c'est-à-dire qu'ils s'intéressaient à l'ensemble des plantes qui étaient présentes à un endroit donné et regardaient quels étaient les pollinisateurs qui visitaient ces plantes-là et donc qui visite qui à l'échelle des communautés. Et en faisant ce type d'études, ils se sont aperçus qu'en fait, le généralisme était extrêmement répandu dans les communautés plantes-pollinisateurs, tant du côté des plantes que du côté des pollinisateurs. Et du coup, ça a changé pas mal la vision qu'on a, enfin, qui était présente dans la littérature, où on est passé d'une vision de couple plantes-pollinisateurs à une vision réellement en réseau, avec des pollinisateurs qui visitent plusieurs plantes et des plantes qui sont visitées par plusieurs pollinisateurs. Alors, ces études de réseau, elles ont été principalement lancées, enfin, le gros boom des publications sur les réseaux plantes pollinisateurs, c'est en 2003, qui s'est intéressé à la structure des réseaux plantes pollinisateurs. Donc, qu'est-ce que c'est que la structure? La structure, c'est la distribution des interactions entre plantes et pollinisateurs. Donc, vous avez ici une matrice en haut à droite qui représente un réseau plante-pollinisateur. Chaque ligne de la matrice est une espèce de plante et chaque colonne de la matrice est une espèce de pollinisateur. Et l'intersection d'une ligne et d'une colonne est noire si la plante et le pollinisateur interagissent et est blanche s'ils n'interagissent pas. Et ce que vous pouvez voir sur cette matrice, c'est que la plupart des interactions sont regroupées dans un triangle de la matrice, dans le triangle supérieur gauche.
Et cette structure, appelée structure emboîtée, en fait, on la retrouve dans la quasi-totalité des réseaux plantes pollinisateurs qui ont été étudiés. Et il semblerait que ce soit en plus une structure qui soit propre en fait aux réseaux mutualistes et que les réseaux antagonistes, comme les réseaux trophiques, etc., aient une différente structure. Donc, il y a eu plein d'études là-dessus. Juste quelques mots sur cette structure. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'on a un continuum entre espèces spécialistes et espèces généralistes. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, ma souris, mais ici, cette plante est spécialiste, elle a très peu d'interactions, et ici, cette plante est généraliste, elle a beaucoup d'interactions. Et la même chose pour les animaux. Ce pollinisateur est spécialiste, ce pollinisateur est généraliste. On a aussi un cœur d'espèces généralistes qui interagissent entre elles. Donc, ici, on a un bloc d'interactions qui forme le cœur du réseau. Et on a de la spécialisation asymétrique, ce qui veut dire que les spécialistes ont tendance à interagir avec les généralistes. Si on prend cette représentation schématique ici, cet animal spécialiste est spécialiste d'une plante qui elle-même est généraliste. Et ça, c'est vrai des deux côtés du réseau, c'est-à-dire que cette plante qui est spécialiste, elle est spécialiste d'un animal qui lui-même est généraliste. Donc, je n'irai pas plus loin sur la description de la structure des réseaux, mais je vais essayer de vous présenter quelques apports qui ont été qu'on a eu par ces approches. Alors, la première chose qui me semble importante, c'est que les approches d'a priori sont pollinisateurs et ils s'intéressent à l'ensemble des interactions entre les insectes et les plantes à fleurs. Et ça a permis de mettre en lumière l'importance de certains groupes d'insectes qui étaient jusqu'à présent assez peu reconnus, notamment les diptères et pas simplement les cirphes. Vous avez ici des réseaux de plantes pollinisateurs, donc vous avez les pollinisateurs en haut, la taille des barres correspond au nombre d'espèces, et ici vous avez les différentes barres sont les espèces de plantes, et les espèces ont été regroupées par ordre, donc en jaune les hyménoptères, en bleu les diptères, en vert les coléoptères, ainsi de suite. Et ces réseaux ont été échantillonnés le long d'un gradient altitudinal dans le Mercantour, et ce qu'on voit, c'est que clairement, plus on monte en altitude, plus le réseau est complètement dominé par les diptères. Et ça, on le retrouve aussi d'un côté, d'un point de vue latitudinal. Donc, ça peut être des groupes qui ont une efficacité de pollinisation réelle, mais qui sont rarement considérés comme pollinisateurs. Juste un petit graphique ici où ce sont des pollinisateurs qui ont été échantillonnés dans des réseaux, ils ont été brossés, on a collecté le pollen dessus, et ce que vous pouvez voir, c'est la quantité de pollen qui est retrouvée sur différents groupes de pollinisateurs. Vous voyez ici des hyménoptères qui ont plus de grains de pollen que les autres, mais les diptères, en particulier, par exemple, les diptères non cirphes, ont quand même une quantité de pollen non négligeable. Et quand on sait qu'il faut que quelques grains de pollen pour bien placer pour polliniser une plante, on a de plus en plus de certitude que ces insectes sont également pollinisateurs. Un autre moyen d'utiliser les réseaux, c'est pour évaluer les stratégies, les mesures de restauration. Donc là, ça commence à être pas mal utilisé. Et l'intérêt, c'est d'essayer d'aller plus loin pour évaluer les mesures de restauration, d'aller plus loin que des listes d'espèces, mais d'essayer de rentrer dans le fonctionnement du système. Est-ce qu'on retrouve le fonctionnement d'un système original? Donc là, vous avez des réseaux qui ont été échantillonnés aux Seychelles dans des zones restaurées, les points noirs entourés de blanc, et dans des zones qui n'ont pas été restaurées. Donc, les réseaux ont été échantillonnés le long de l'année, donc on a plusieurs réseaux, un par mois, etc., dans chacun de ces sites. La structure des réseaux montre que, d'une part, dans les zones restaurées, les plantes sont plus généralistes, c'est-à-dire qu'elles ont un cortège de pollinisateurs plus diversifié que dans les zones non restaurées. Ils ont aussi montré que ce changement du cortège de pollinisateurs entre zones restaurées et non restaurées avait un impact sur le succès de reproduction des plantes, c'est-à-dire la production de fruits.
avec une production de fruits plus importante dans les zones restaurées. D'autres études ont utilisé cette approche de réseau pour essayer de voir si les pollinisateurs les plus importants étaient bien les mêmes entre zones restaurées et zones non impactées. Donc, on peut faire ce genre d'études qui permettent de vraiment rentrer dans le fonctionnement des communautés plantes pollinisateurs en allant un peu plus loin que des listes d'espèces. Un autre exemple dont je voulais vous parler, c'est le cas de la plante dans une petite réserve urbaine en Angleterre, à Bristol, qui s'appelle, la plante s'appelle Trinia glauca. Et donc, pour essayer de mettre en place une stratégie de conservation de cette plante, des chercheurs ont donc fait un réseau de pollinisation dans cette réserve urbaine, en ne s'intéressant donc pas simplement à Trinia glauca, mais à l'ensemble des plantes de la réserve, qui sont donc toujours les barres en bas, et l'ensemble des pollinisateurs de la réserve. Donc, vous avez ici Trinia glauca. Ce dont ils se sont aperçus, c'est que les pollinisateurs majoritaires les plus abondants de Trinia glauca étaient deux espèces de fourmis. Donc là encore, on tombe sur quelque chose d'un peu inattendu en allant regarder les pollinisateurs de façon totale, enfin en regardant l'ensemble des visiteurs. Alors, visite ne veut pas dire pollinisation. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des exclusions de fourmis avec des petites barrières autour des plantes pour empêcher les fourmis de venir. Ils ont regardé le succès de reproduction de Trinia glauca, donc en 2 points. Et ce qu'ils voient, c'est que lorsque les fourmis sont exclues, on a bien une diminution du succès de reproduction de Trinia glauca. Donc, effectivement, ces fourmis sont des pollinisateurs efficaces de cette plante. Alors, à partir de là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplifié le réseau. En partant de Trinia glauca, ils sont remontés à l'ensemble des visiteurs de Trinia glauca, donc tous les traits noirs là, qui remontent à partir de Trinia glauca. Et puis, de chaque pollinisateur de Trinia glauca, ils sont descendus sur les autres plantes que ces pollinisateurs visitent également. Donc, voici le réseau simplifié. On a enlevé on a gardé juste Trinia glauca, ses pollinisateurs et les différentes espèces qui sont visitées par ces pollinisateurs de Trinia glauca. Et parmi ces plantes, ils ont trouvé qu'il y avait 4 espèces qui sont des espèces invasives et qui, dans les stratégies de conservation de Trinia glauca, on propose de les enlever pour éviter la compétition avec Trinia glauca. Ce que les auteurs ont fait à partir de là, c'est qu'ils ont imaginé 3 scénarios suite au retrait de ces 4 plantes invasives. Le premier, c'est qu'en enlevant ces plantes invasives, on va avoir un report des visites des pollinisateurs sur ces plantes invasives vers les autres plantes qu'ils visitent, dont Trinia glauca. J'entends la cloche. Je me dépêche. Et donc, à ce moment-là, on a un effet positif d'enlever les espèces invasives, car il y a plus de visites sur Trinia glauca. Un autre scénario possible, c'est un effet neutre, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir spécialement de report de visite vers Trinia glauca, parce qu'il y a une saturation, par exemple, en quantité de nectar fourni, et donc il n'y a pas plus de visites sur Trinia glauca. Et le dernier scénario, c'est un effet négatif avec extinction des visiteurs de plantes des invasives, parce qu'en enlevant les invasives, on enlève une source de nourriture qui est nécessaire à ces pollinisateurs, et Trinia glauca n'est pas suffisante pour maintenir ces populations de pollinisateurs. Donc, on voit qu'avec une approche de réseau, comme ça, on peut mettre en évidence des effets indirects entre les espèces qui peuvent être intéressants pour les stratégies de conservation. Alors, en transition avec ce que va vous présenter Mathieu, je veux juste souligner le fait que échantillonner des réseaux de pollinisateurs, c'est quelque chose qui est assez long et fastidieux, aussi bien en termes de collecte de données sur le terrain, parce qu'il faut chasser les pollinisateurs, mais aussi noter les plantes sur lesquelles elles sont trouvées, mettre en collection, puis identifier, ce qui fait que le retour vers les données, enfin l'analyse des données est souvent possible simplement 1 ou 2 années après la collecte de données. Et donc, je vais laisser la parole à Mathieu, qui va vous présenter donc le programme SPIPOL, qui peut être une alternative pour certaines questions. Oui, merci Colin. Je te laisse passer les diapositives pour le coup.
Donc, je Ouais. travaille avec Colin Fontaine. Donc, moi, je travaille à l'Office pour les insectes et l'environnement et je m'occupe notamment des programmes de sciences participatives, dont le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Je te remercie de passer la prochaine diapositive. Donc, le principe, c'est quoi? Vas-y, tu peux. C'est qu'on a un réseau d'observateurs volontaires qui va produire des données et qui va. On a un autre pôle qui est donc l'animation et la recherche, qui est donc assuré par l'OPI et le muséum. On a une validation et l'interprétation des données. Et évidemment, dans le cadre de ces projets, on a un cercle vertueux, le réseau d'observateurs volontaires, qui va produire des données, qui a régulièrement des retours du pôle animation-recherche. Ça, c'est pour le principe du SPIPOL, mais aussi de tous les programmes de sciences participatives. Donc, on a un mode d'emploi. Alors, je parle de mode d'emploi très souvent pour le grand public parce que c'est un programme qui s'adresse aussi au grand public, parce que le mot protocole peut faire un peu peur de prime abord. Alors, évidemment, ce dont je vous parle là tout de suite, c'est bien un protocole. Donc, évidemment, en premier, je choisis une plante en fleurs. Je photographie tous les insectes qui viennent se poser sur les fleurs. Je vais trier, recadrer les photos. On va identifier les insectes aussi loin que possible. Je dis bien aussi loin que possible. On ne va pas aller identifier toutes les espèces d'abeilles loin de là. Je poste mes photos sur le site et je commente et je participe à la validation des identifications. On a ainsi une sorte de réseau social composé de personnes qui sont des débutants, mais aussi des personnes qui participent depuis un certain nombre d'années. On a une très bonne progression des participants à l'identification des insectes notamment, et on a un certain nombre de personnes qui sont tout à fait, on va dire, accros à la pratique du SPIPOL. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voici le résultat d'une collection. Ici, c'est donc dans un site qui pourrait être une réserve naturelle, mais qui n'est pas une réserve naturelle. Donc, en 20 minutes d'observation, cet observateur, il a pu donc prendre tous ces insectes différents. Vous pouvez voir qu'on a une identification collaborative. Et puis, quand il y a une petite étoile, c'est qu'il y a un expert qui est passé. Alors, ça peut être quelqu'un de l'OPI, mais on a d'autres personnes qui participent à la validation des identifications. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'évidemment, on ne peut pas forcément aller à l'espèce pour tous les individus. Vous avez ici des bourdons. On peut avoir suspecté que ce soit telle ou telle espèce, mais a priori, sur photo, on ne peut pas la valider. On peut valider que c'est tel ou tel groupe. Mais par contre, on peut aussi aller à l'espèce pour un assez grand nombre de photos tout de même. Et donc là, en fait, on a une véritable approche de réseau qui ne s'intéresse pas à un petit groupe qui est les papillons ou les abeilles ou les cirfes. Et donc là, on s'intéresse à toutes les interactions qu'il peut y avoir entre la plante qu'on suit et tous les insectes qui vont pouvoir venir se poser sur les fleurs. Alors, tu peux passer sur la diapo d'après. Et donc, en fait, moi, j'étais venu pour proposer une sorte de collaboration, une sorte de projet SPIPOL RNF. On pourrait utiliser un protocole standardisé expérimental de récolte de sessions SPIPOL. Alors, classiquement, ce type de données, c'est utilisé dans les analyses à large échelle, hein. C'est plutôt pour étudier les impacts de tel ou tel facteur sur des échelles relativement larges, plutôt à l'échelle de grands territoires. Donc, l'exploitation au niveau très local de ce type de données avec des données non spécifiques mélangées à des données spécifiques, c'est assez délicat. Mais mettre en place un protocole standardisé expérimental de récolte de sessions SPIPOL, ça commence à se faire notamment via, par exemple, l'Agence régionale de la biodiversité qui utilise ces récoltes de SPIPOL dans le cadre d'études qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Et dans le cadre de RNF notamment, ça pourrait permettre une première approche simplifiée des réseaux, ce qui n'est pas anodin. Une potentielle utilisation dans l'évaluation de programmes de restauration. On a pu voir notamment que l'approche de réseau pouvait être utilisée grâce, dans la présentation de Colin, on a pu le voir, mais on pourrait utiliser notamment dans l'évaluation des programmes de restauration des protocoles SPIPOL. On pourrait aussi avoir la prise en compte des réseaux de pollinisation dans les plans de conservation des plantes menacées. Pour le gestionnaire, notamment, ça permettrait de changer un petit peu de focal, de focus. Ça pourrait avoir un focus sur la ressource florale plus que sur la flore elle-même. C'est très intéressant de s'intéresser à la flore, mais c'est bien aussi d'avoir l'aspect ressource florale. Ça permet aussi, mine de rien, l'amélioration de la connaissance faunistique des sites avec la détection d'espèces caractéristiques sur photo, ça permet notamment quand on n'a pas forcément les moyens d'avoir de gros protocoles de capture et avec
c'est très chronophage par la suite ensuite de traiter tous ces échantillons. Là, on a quand même quelque chose d'assez rapide et simple. Et potentiellement, on peut détecter des espèces intéressantes. Et l'autre avantage aussi, c'est que c'est non destructeur. On ne détruit pas les individus. Et pour le gestionnaire aussi, c'est une approche progressive plus abordable qui permet d'intégrer le service écosystémique pollinisation et les fonctionnalités trophiques au sein des espaces gérés. Et donc, ça peut être aussi un pied à l'étrier pour ce type d'approche. Donc, nous, ce qu'on voulait vous proposer, notamment, s'il y a des conservateurs, des volontaires au sein des réserves naturelles, c'est dans le cadre des ateliers qu'on avait prévus, que notamment Adrien avait prévu courant mars, mais bon, on peut imaginer d'autres formats, c'est de pouvoir réfléchir ensemble à est-ce que certains sont intéressés pour mettre en place des protocoles standardisés de récolte de données SPIPOL. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire dire? Voilà, c'est un travail collaboratif et évidemment, on propose nos services pour commencer à réfléchir à tout ça. Voilà. Très bien, merci pour vos interventions. Et c'est donc cette main tendue donc de l'OPI vers les réserves naturelles qui devrait, j'imagine, susciter des réactions. Oui, du coup, je regarde si j'ai des mains tendues, que je ne me fasse pas rappeler à l'ordre par Laurent. Je n'en vois pas. Au niveau du chat, Laurent, vous avez vu que donc, Laurent met en ligne, j'irai à la seconde près, hein, les références bibliographiques. Hein, donc, vous aurez tout en fait sur le chat et une synthèse de ce chat sera diffusée avec non pas les actes de ce séminaire, mais la retransmission en fait, de ce séminaire. Laurent, oui. Ouais, donc il y a plusieurs questions. Une question de Joseph sur Trinia glauca, de savoir si le résultat de l'élimination des invasives est négatif, neutre ou positif. Alors, en fait, les résultats ont poussé le plan de conservation à récupérer des graines de Trinia glauca pour les cultiver ex situ et s'assurer que ils auraient toujours ils pourraient réensemencer leurs plantes, enfin replanter leurs plantes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont plutôt utilisé une approche liée avec la population qui a essayé de limiter les invasives en mettant des chèvres dans la réserve. Et apparemment, les chèvres ne mangent pas Trinia glauca. Et il n'y a pas eu d'étude qui a vraiment suivi pour savoir quel a été l'issue. À part qu'effectivement, Trinia glauca est toujours là, même s'ils ont mis des graines de côté, elle est toujours sur le site. Donc, c'est soit positif, soit neutre. Ok, merci. Pour Mathieu, il y avait une question de Jérôme concernant le rapprochement entre PlanteNet et SPIPOL. Alors en fait, on a sorti une application mobile l'année dernière qui permet à tout un chacun de participer, de contribuer directement depuis son smartphone et intégralement sur smartphone. On a un lien direct qui est fait sur cette application mobile. Quand on prend les 3 photos de la plante qu'on demande, à partir du moment où on clique sur l'identifier la plante, il y a un lien direct qui est fait avec PlanteNet. On interroge le système PlanteNet et immédiatement, on a, évidemment avec les limitations du réseau, on a la réponse de PlanteNet qui nous apporte les 3 ou 4 plantes qui sont les plus probables. Donc, on n'a pas de rapprochement, entre guillemets, de travailler ensemble, mais en tout cas, on utilise le système PlanteNet de façon opérationnelle dans le cadre du SPIPOL. Et on fait le lien aussi sur le site Internet quand on passe sur le dépôt de données plus conventionnelles. Depuis directement le site Internet et son appareil photo à côté. On fait le lien vers PlanteNet pour avoir une identification la plus précise possible des plantes, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important dans le cadre du projet, puisqu'il faut bien qu'on ait une bonne identification de la plante pour pouvoir mettre en relation toutes ces collections. Ok, merci. Sur SPIPOL, il y avait 2 autres questions. Savoir si le programme pouvait être utilisé hors France, en Suisse, Belgique, etc. Alors, on a eu l'année dernière, on a eu beaucoup de participants en Belgique. Officiellement, le projet n'est pas disponible en Belgique puisqu'il est co-animé par l'OPI, qui est une association française
et il est géré aussi par le Muséum de Paris. Mais techniquement, les gens peuvent participer de l'autre côté de la frontière et ils le font. Donc aujourd'hui, on n'a pas de structure animatrice du projet dans un autre pays. Mais par contre, c'est vrai que c'est plus facile de participer quand on est en Belgique, en Allemagne, en Suisse, qu'en Espagne, par exemple, puisque en fait, la faune peut être assez comparable. Si on rajoute l'Espagne et notamment le sud de l'Espagne, évidemment, là, notre clé d'identification qui nous permet d'identifier 630 espèces ou groupes d'espèces, 630 taxons, si on voulait l'étendre à l'Espagne, évidemment, il faudrait qu'on rajoute un nombre pas possible de morphotypes ou d'espèces, puisqu'on a un nombre de pollinisateurs encore plus important en Espagne. Ok, merci. Je reviens vers Colin. Une question d'Adrien pour savoir quel type d'habitat et quel type de restauration avait été appliqué. Donc, les habitats, je ne suis pas sûr. Par contre, la restauration, c'était enlever des plantes invasives, là aussi. La suppression de plantes invasives. Ok. Ok. Bon, après, il y a plusieurs questions sur Speedpoll, le lien avec e-Naturalist. Alors, je ne sais pas si on va répondre à toutes les questions avec le lien avec toutes les applis existantes. Savoir s'il pouvait y avoir un lien possible entre Speedpoll et les sites SEN. Voilà. Alors, soit on a le temps d'y répondre, soit Mathieu, je te laisse y répondre dans le chat. Sachant que du coup, on mettra tes coordonnées aussi, ton adresse mail pour que les gens puissent te contacter directement. Oui, puis on a prévu aussi que donc en session 3, et qu'il y ait bien un atelier en effet sur le Speedpoll, de façon à ce qu'on puisse discuter ensemble, creuser cette question-là. Bon, forcément, le Speedpoll n'a pas été fait pour travailler sur des sites protégés comme ça. On a peut-être tendance à se dire, quitte à photographier, autant prélever et aller jusqu'à l'espèce. Ceci dit, il faut bien qu'on discute ensemble pour voir comment c'est possible, quoi. Je pense que c'est très intéressant. Oui, Colin? Ouais, je pense que ça dépend, enfin, ce que tu dis sur entre prélever ou utiliser le Speedpoll, je pense que ça dépend vraiment des questions qui sont posées. Et du coup, enfin, avec le Speedpoll, on ne peut pas répondre à tout, mais on peut répondre à certaines choses sans prélever. Du coup, enfin, ça peut être intéressant. Et juste sur le e-Naturalist, donc qui fait de l'identification automatique, notamment d'insectes. Donc, on travaille sur des trucs un peu similaires avec le Speedpoll, mais en fait, l'une des vocations aussi du Speedpoll, c'est d'apprendre à reconnaître les insectes et d'apprendre les insectes floricoles, ou pollinisateurs, qui a une diversité absolument phénoménale. Et autant on essaye de se faire aider de programmes d'intelligence artificielle comme ça, autant, pour l'instant, ce n'est pas très clair comment intégrer cette intelligence artificielle tout en laissant le côté apprentissage. Parce que PlanteNet, moi, j'aime beaucoup, mais ça ne m'apprend pas la botanique. Ouais. Merci pour cette réflexion, on est sensible à ça. Bon, peut-être là, on est un petit peu à la bourre, on va faire une pause. Mais juste avant la pause, comme j'ai une petite information à vous faire en termes de formation, ça fait un peu le lien à ce que tu dis, Colin. Dernière session, on avait parlé de formation sur les cirques et les abeilles. Donc, l'OFB a mis en place des choses. Donc, allez sur le site de l'OFB, sur le catalogue des formations. Donc, il y a une formation abeilles sauvages, donc initiation à ce groupe à la détermination qui est renouvelée. Elle aura lieu, donc, que je me trompe pas, oui, Le 16 avril. le 16 avril. 12-16 avril, a priori, donc du côté de l'Hérault. Bon, vous aurez toutes ces informations. Le cycle CIRF est relancé pour 3 ans. Vous savez, c'est des cycles où en fait, on accompagne des réserves et d'autres sites à mettre en place la méthode STN. Donc, la première semaine de formation aura lieu en septembre, donc 14-17 septembre, très certainement dans les Pyrénées-Orientales, c'est à préciser. Mais donc, c'est reparti pour les cycles sur 3 ans. Et puis donc peut-être sur les symphytes également, parce qu'il y avait des propositions. Donc si on est capable de monter un groupe de stagiaires pour cet automne, et l'OFB peut mettre en place un stage cet automne, sinon il sera prévu au catalogue de l'OFB donc au printemps 2022. Donc les symphytes, un groupe très très important parmi les pollinisateurs.
Voilà, donc écoutez, je vous propose une petite pause, 11h07, allez, on reprend à 11h15 ou plus tard. Donc 11h15, on réouvre les ordinateurs et on démarre. À tout à l'heure.